Salut à toutes et à tous, vous écoutez la deuxième partie de l'épisode 15 de Cornelius Enzira, un épisode qui est consacré à la 25e édition du Festival international du film fantastique de Gérardmer. Cet épisode est à retrouver en intégralité sur tous les agrégateurs de podcasts. Vous pouvez retrouver le lien vers le flux RSS dans le descriptif de l'épisode, ainsi que le lien vers le compte Twitter et le compte Facebook. Voilà, donc si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à liker et à laisser un commentaire. Donc toujours le jeudi 1er février 2018, je suis allé voir un 6e film qui est encore un film en compétition, un film franco-japonais, adaptation d'une bande dessinée de Run qui s'appelle Mutafukaz. Alors, petit point procrastination, il y a beaucoup de choses que je remets à plus tard, et notamment le fait de lire Mutafukaz. Pourtant, j'ai déjà lu des interviews de l'auteur qui a l'air d'être un mec vraiment super cool, et ouais, ça m'a toujours donné vachement envie, mais voilà, ça fait partie de ces trucs que j'ai toujours pas lu. Mon nom c'est Angelino, et toute cette merde autour c'est Dark Meat City, la ville où je suis né et probablement la ville où je vais mourir. Dark Meat City, DMC. Comme dégueu, merdique et crado. J'aurais pu continuer sans fin à traîner ma carcasse sans trop me poser de questions, jusqu'à ce moment précis. L'univers se passe dans un univers fantasmé dans le sens où c'est dans une ville imaginaire mais qui est voilà une sorte de Los Angeles. Donc on est dans un univers on va dire réaliste, à l'exception faite que le personnage principal il a l'air humain, mais il n'est pas vraiment humain. Hein. Il est tout noir, il a une tête en forme de boule, il n'a pas d'oreille, pas de nez. Et donc, ouais, il vit une vie un peu minable. Il est livreur de pizza, je crois. Enfin, en gros, on comprend qu'il n'arrive jamais à garder un boulot, même si à chaque fois, c'est des petits boulots de merde. Et il vit en coloc dans un appart rempli de cafards, avec donc un colocataire qui est en fait un squelette qui a la tête perpétuellement en feu. Donc, c'est jamais expliqué pourquoi dans le film. Peut-être que c'est expliqué dans la BD, ça, je ne sais pas. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à la suite d'un accident de scooter, en livrant des pizzas, voilà, il voit une jolie fille et il se prend un camion en pleine face. Et suite à cet accident, il se met à avoir des hallucinations. En fait, certaines personnes, ils voient leur ombre différemment. En fait, leur ombre a une forme démoniaque. Voilà, c'est une idée qui rappelle vachement They Live, hein, Invasion Los Angeles, le film de Carpenter. D'ailleurs, en fait, c'est parmi les choses que j'ai vraiment bien aimé dans ce film d'animation, c'est qu'il y a énormément de références, il y a vraiment, vraiment beaucoup de références, donc à la référence à la lucha libre, à la SF, donc à la SF américaine. Vu que j'ai cité Carpenter, l'influence Akira, elle est quand même, on la sent énormément, mais en fait tout ça s'imbrique pour créer. Alors c'est pas le produit le plus original du monde, hein, mais je pense pas que ce soit que c'était le but. Mais voilà, on sent qu'il y a plein de références, mais qui sont là avant tout pour servir l'histoire. Je me rends compte que j'ai complètement oublié de vous dire que le film était co-réalisé et scénarisé donc par Guillaume Renard, hein, Run, l'auteur de la BD Mutafukaz, mais également co-réalisé par Shojiro Nishimi. Alors je vais pas vous citer toute sa filmographie, mais sachez néanmoins que Shojiro Nishimi a participé, rien que ça, à Akira. Donc ça en dit un peu long sur le CV du gars, quoi. Ah oui, j'ai pas parlé du doublage non plus. Les deux personnages principaux sont doublés par Orelsan et Gringe. Voilà, si vous connaissez la série Bloquée, vous les connaissez, et puis si vous écoutez du hip-hop français, vous les connaissez certainement également. Je dois avouer que ça, pour le coup, je trouve que c'est un des points négatifs. J'ai trouvé qu'il y avait un décalage entre les voix et l'image. Ça m'a un peu empêché de bien rentrer dans le film au départ, je dois reconnaître. Je crois réellement que acteur de doublage, c'est un métier à part entière, et peut-être que ça aurait été mieux d'avoir de vrais acteurs de doublage. Je dis pas que ce sont pas des acteurs, moi j'ai beaucoup aimé Bloqué, mais justement d'avoir les deux encore qui interagissent, au début j'ai l'impression que c'était un espèce de crossover entre Mutafukaz et Bloqué, et ça m'a un peu bloqué justement. Il en va un peu de même pour le dessin et l'animation. On ressent évidemment des influences japonaises, mais on ressent également des influences nord-américaines, tout en gardant un feeling et un mood très, très européen. Voilà, parce qu'on pourrait aussi citer Metal Hurlant, hein, quelque part. Y a tout, voilà, il y a tout ça en fait qui se mélange. Et ça donne vraiment quelque chose de très très chouette.
Voilà, je vais pas m'étendre, parce que c'est pas évident non plus de décrire des dessins à l'audio, je vais pas m'y risquer, mais honnêtement, c'est un film que je conseille réellement, quoi. Je dis pas ça juste parce que j'aime la BD ou que c'est un projet français. Voilà, je sais même pas pourquoi je dis ça. Mais toujours est-il que il y a une espèce d'enthousiasme d'ailleurs, ouais, Guillaume Renard, donc, qui était là pour présenter son film, nous a expliqué que c'est un projet dont la gestation a duré 8 ans, que c'était difficile, que c'est presque une espèce de petit miracle que de le présenter à Gérard Armé, enfin que de le présenter tout court. Hein. Voilà, tout ça, on le ressent un peu quand même en voyant le film. Et ouais, je pense que c'est un film qui mérite le coup d'œil. Hey bro, Ashley wants to fuck you. I smoke crack. That's ridiculous. The good life, bitches. Cette journée du jeudi s'est conclue avec un 7e film qui s'appelle Game of Death, un film hors compétition, un film franco-canado-américain. De quoi s'agit-il? Alors la tagline du film, c'est Kill or be killed. Et c'est également celle d'un jeu de société que vont découvrir une bande de jeunes adultes. Je sais pas combien ils sont, 7 ou 8, quelque chose comme ça. Et donc ouais, ils pensent jouer à un bête jeu de société, et en fait ils vont se rendre compte, un peu à la Jumanji, que le jeu finalement se retrouve dans la réalité. Et donc le jeu est très simple, il y a un compte à rebours qui se met en route, et si à l'issue de ce compte à rebours il n'y a pas une personne qui a été tuée, eh bien l'un des joueurs va avoir tout simplement la tête qui explose de manière un peu surnaturelle comme ça. Et voilà, ça c'est pour le principe du film. L'idée est pas forcément mauvaise, même si elle est pas hyper originale. On sent en fait, j'imagine que le réalisateur a voulu faire un truc un peu à la Larry Clark, parce que voilà, nos jeunes adultes, ils sont en train de faire la fête au bord d'une piscine, les corps sont un peu dénudés, il y a une ambiance un peu sexy d'ailleurs entre deux des protagonistes, un frère et une sœur qui sont tous les deux très beaux, entretiennent une relation carrément incestueuse, donc voilà, il y a un petit côté dérangeant dans le film. Je pense aussi qu'il y a une volonté de faire un peu écho à Funny Games, mais je trouve en fait que ça aurait été un excellent épisode d'une série d'anthologie à la Masters of Horror. Voilà, une demi-heure, 3/4 d'heure, c'était parfait. Mais au-delà de ça, voilà, je trouve qu'il y a un gros problème d'écriture, parce que il n'y a plus rien à dire, quoi. Voilà, ça, on comprend très bien que ça va virer au jeu de massacre, parce que soit tu tues quelqu'un, soit tu te fais tuer. Donc ils peuvent tuer n'importe qui, que ce soit des gens qui participent au jeu ou la première personne qui passe. Je sais plus, ils doivent tuer quelque chose comme 24 personnes. Et donc voilà, c'est encore une fois, on voit bien ce qu'il a voulu faire avec ces jeunes un peu oisifs qui soudain doivent se retrouver à s'entretuer, alors qu'au départ ils voulaient juste tuer le temps. Pour moi, il y a un problème d'écriture. Soit il n'y a pas assez, voilà, pour faire l'histoire d'un jeu de société comme ça, et il n'y a pas assez pour faire un long métrage, où il n'y avait pas assez de qualité d'écriture pour faire durer le truc. Mais voilà, le film dure 1h30, pour moi, il y a au moins une demi-heure de trop, quoi. What'd you get me? Escape room. Yep. What is that? You're locked in a room until you solve a series of puzzles to get out. And you've only got 1 hour. And what happens if we don't figure it out in time? We're trapped. Forever. Donc nous avons repris nos aventures le vendredi 2 février dès 9h du matin à la MCL avec un film américain hors compétition qui s'appelle Escape Room. Donc avec un nom pareil, vous l'aurez compris, c'est un film qui se passe dans l'univers des escape games. Et donc si la veille nous avions vu Game of Death, un film qui parle d'un jeu de société qui vire au jeu de massacre, et bien cette fois-ci ça va être un escape game qui va virer au jeu de massacre. Et si dans
dans Game of Death, c'était, voilà, ils avaient la petite vingtaine, ils étaient tous beaux et ils devaient tous s'entretuer. Et bien là, ils ont la petite trentaine, et, ils sont tous beaux, ils entretiennent des relations un peu, voilà, un peu étranges. On comprend qu'il y a... Donc c'est l'histoire de 3 couples, hein. C'est l'anniversaire de l'un d'entre eux, et donc voilà, il est beau, il est très intelligent, il est riche, il a une jolie femme aimante, il la trompe avec une de ses copines, et a priori c'est un connard de droite, mais donc sa femme a organisé un dîner avec, voilà, avec 2 autres couples, dîner qui se conclut par une partie dans un escape game, donc voilà, vous vous en doutez bien, l'escape game, ça va pas du tout se passer comme prévu, et voilà quoi, bon... comme pour Game of Death, il y avait juste une idée et rien d'autre. Donc il y avait peut-être de quoi faire une demi-heure, mais certainement pas 1h30. Voilà, c'est un film assez putassier. Il y avait pas mal de possibilités scénaristiques qui ont pas été exploitées. Les personnages sont pas attachants. Au bout d'un moment, moi j'avais qu'une seule envie, c'était qu'ils crèvent tous. Donc voilà, j'en dirai pas plus. Un produit Lionsgate calibré, aussitôt ingurgité, aussitôt expédié. On va continuer dans le lapidaire avec donc un autre film hors compétition, donc vu au Casino à 11h30, film américano-japonais qui s'appelle Downrange. Donc un film réalisé par... Ryuhei Kitamura, qui a quand même à son actif The Midnight Meat Train, un film qui est inspiré d'une nouvelle de Clive Barker, avec un film avec Vinnie Jones qui avait été projeté au cours de l'édition 2009 de Gérard May. Alors par contre, Downrange, c'est un peu une sorte de pub pour Blablacar, dont le scénario aurait été écrit par Jean-Pierre Cliché et Michael Dejavu. Donc c'est un début in medias res. Voilà, on a, je crois, 5 ou 6 jeunes dans un gros SUV qui ont... Alors là, attention, hein, vraiment du jamais vu. Ils ont un accident de voiture sur une petite route perdue au milieu de nulle part. Et comme par hasard, il y a presque plus de signal pour les téléphones portables. Hein, voilà, ils peuvent téléphoner qu'à certains endroits bien précis. C'est peut-être la seule, voilà, peut-être la seule bonne idée. Enfin, j'en sais rien. Enfin bref, une voiture accidentée au milieu de nulle part, remplie de jeunes, avec quasiment pas de réseau. Du jamais vu. Alors, malgré un pitch pas original du tout, moi j'y allais en espérant un survival, voilà, bien fun, bien bourrin, un bon film de festival où on allait ricaner. Mais en fait, c'est un film de sniper. Ils se font tirer dessus par un sniper qui est planqué dans un arbre, et du coup, ils passent quasiment tout le film planqués derrière la carcasse de leur bagnole, voilà, à attendre que ça se passe, quoi. Et nous, on attend avec eux. Et comme en plus le film commence voilà tout de suite dans l'action, je veux dire ça commence tout de suite avec la voiture qui a un pneu qui explose au milieu de la route, il y a absolument aucune caractérisation, on n'en a rien à carrer les personnages, et au bout d'une demi-heure on a qu'une seule envie, c'est qu'ils se prennent tous une balle dans la tête. Voilà, alors il y a quelques effets de style, voilà, quelques effets visuels qui honnêtement, pour moi, ils servent pas à justifier le propos, ils servent juste à justifier la location d'un drone. Il y a aussi il y a des gros problèmes d'écriture, il y a des gros problèmes avec la gestion des distances, à moins qu'il ne s'agisse d'un hommage à Olivier Tom, mais voilà, il y a un moment où on voit une voiture, elle est genre à 50 mètres, et elle va très très vite, et elle met à peu près 5 minutes à arriver, enfin, j'exagère, mais à peine quoi. Donc Downrange ne fait pas le taf. Voilà, moi je pensais que c'était encore une fois un film qu'on aurait pu recommander pour une soirée vidéo pizza canette. Et ben même pas. Oublier des survival bas du front fun, il y en a plein. Celui-là, il sert à rien. T'as échappé à tout. Tu croyais que t'allais crever tranquillement dans ton sommeil. Et il arrive. Ça. Y'a quelqu'un ? Bon, alors jusqu'ici j'ai eu plutôt la dent dure et je ne me suis enthousiasmé que pour un seul film. Eh bien alors il faudra attendre le 10e film pour que je sois vraiment très positif. Donc c'était encore une fois un film hors compétition qu'on a vu à l'Espace Lac. Donc il s'appelle La Nuit a dévoré le monde, un film français réalisé par Dominique Rocher. Donc c'est un film hors compétition. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le festival, pour les films en compétition, le public peut voter. Et en fait, on a le choix. En fait, on peut voter excellent, bien, moyen ou mauvais. Et là, si ça avait été en compétition, j'aurais clairement sorti un excellent.
Pour moi, il y a quasiment pas de faute de goût dans ce film très sobre, qui est presque un film muet quelque part. Mais je vais peut-être vous expliquer de quoi il s'agit, parce que La nuit a dévoré le monde. Si ça commence par La nuit, oui, je pense que c'est un hommage à La nuit des morts vivants, parce qu'il s'agit d'un film de zombies. Un film de zombies très particulier, parce que c'est un film qui prend vraiment le temps. Voilà, il avance au rythme des zombies à l'ancienne, même si en fait c'est plus un film d'infectés que de zombies. Hein. Il me semble on les voit courir. On les voit courir, par contre, il y a une petite originalité, c'est que ils ne crient pas, ils font pas de bruit. Ils sont muets et quand il se passe rien, ils font rien, ils font pas de bruit. Et il y a une espèce de climat très particulier dans ce film. Donc en fait, si vous voulez, il y a la séquence pré-générique. C'est une séquence normale, c'est l'histoire d'un gars dont on comprend que le français n'est pas sa langue maternelle, même s'il le parle bien, parce que l'acteur est norvégien, s'appelle Anders Danielsen Lie. Je suis pas sûr de la prononciation. Donc voilà, il y a la séquence pré-générique. Donc en fait, c'est un mec qui se rend dans une soirée. On comprend qu'il va dans une soirée, qui va chez son ex, enfin plutôt dans l'appartement peut-être de son nouveau copain, pour récupérer des affaires à lui, en l'occurrence des cassettes, des cassettes audio. Donc on comprend qu'en fait, parce qu'il il est musicien. Et bon là voilà, ça se passe pas forcément bien pour lui, et il se termine, en fait il se trouve qu'en fait il s'enferme dans une pièce à un moment et il s'y endort, et en fait il se rend pas compte que pendant la nuit, eh bien, le monde a changé, parce qu'il y a une espèce de virus qui a été super vite, et tout le monde a été transformé en infecté de sang. En fait, c'est pas expliqué, parce que c'est plus la peine de nous l'expliquer. Voilà, des films de zombies, des films d'infectés, on en a tous vu suffisamment pour comprendre le mécanisme. Il y aura là-dessus absolument aucune exposition, on nous explique rien, mais c'est pas la peine en fait. D'ailleurs, il y a de moins en moins de films, je trouve, hein, de zombies ou d'infectés qui prennent le temps d'essayer d'expliquer. Voilà, ça sert plus à rien. Alors, ce que j'ai particulièrement aimé dans le film, c'est que au final, on va voir les réactions d'un type lambda par rapport à quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que souvent, souvent dans ce genre de film, le héros, il va devoir mettre ses couilles sur la table et être bigger than life et blaster des tonnes de zomblards. Et en fait, là, il y a un traitement extrêmement réaliste, c'est que si vous voulez de l'action et voir plein de zombies se faire exploser la tête, alors ce film n'est pas fait pour vous du tout. Parce qu'au final, je me demande même s'il en tue un seul. Il en tue quasiment pas, il cherche surtout à les éviter, il cherche surtout à survivre et à utiliser les atouts qu'il a, c'est-à-dire qu'il est enfermé dans un immeuble parisien, il va faire le tour des appartements pour récupérer ce qu'il y a à récupérer et éviter les appartements dans lesquels il y a des infectés, quoi. Il les enferme à l'intérieur, mais c'est tout, il les évite, il va même pas essayer de les tuer. Donc voilà, il y a une grande sobriété dans ce film. Alors peut-être que certains y verront un manque de rythme. Moi, ça m'a pas gêné. Personnellement, en fait, j'ai été vraiment happé. J'ai été happé parce que je trouve que moi, j'ai beaucoup aimé la prestation de l'acteur, il est quasiment tout le temps tout seul à l'écran. Hein. Et comme j'ai dit, même si on n'a que la scène pré-générique pour faire connaissance avec lui, il y a quand même, il va y avoir des éléments qui vont faire qu'on va en comprendre un peu plus sur qui il est et qu'on va finir par s'attacher à lui, même si c'est un type au final, somme toute, assez banal. Voilà, on voit comment il va essayer de survivre à la famine, à la fin de la distribution de l'électricité, de l'eau courante, et puis surtout comment survivre à la folie. Alors une des manières pour lui de survivre à la folie, c'est justement de continuer à essayer de faire un peu de l'art à sa manière. Voilà, il fait de la musique avec les bruits, en faisant des bruits avec ce qu'il a autour de lui. Je sais plus comment on appelle ça. Mais non, c'est vraiment... moi, c'est un aspect que j'ai trouvé intéressant, j'ai trouvé ça intéressant de développer. Donc là, on est clairement dans une histoire d'un type qui cherche à conserver son humanité, alors qu'il est peut-être le dernier homme sur Terre. Donc là, vous me voyez sûrement venir avec mes gros sabots. Oui, il y a énormément de parallèles à faire avec I Am Legend. Moi, je suis un gros fan de Je suis une légende, et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai autant aimé ce film. Comme j'ai dit, on n'est vraiment pas dans une dynamique film d'action. Mais je dirais pas non plus qu'on est dans une démarche autorisante. Pour moi, le film a trouvé le ton idéal
entre cinéma d'auteur et cinéma fantastique, cinéma de genre. Voilà, il n'y a pas une volonté de réinventer le genre, mais juste d'en donner une interprétation sobre, réaliste, humaine. Avant la projection, le film a été présenté à la fois par le réalisateur et par le romancier qui a écrit le roman dont le film s'inspire, romancier qui s'appelle Peter Garman. Et en fait, lui, il a expliqué qu'il a accepté de céder ses droits pour une adaptation ciné parce que il avait lu dans le scénario proposé le réalisateur qu'il avait sa propre vision et qu'il souhaitait pas faire une copie carbone du roman. Du coup, je serais curieux de voir le livre pour voir dans quelle mesure il se démarque du roman de Matheson, parce qu'on est quand même dans quelque chose d'assez proche. Donc, si je devais résumer le film de manière un peu caricaturale, bah, c'est un film d'infecté à la sauce Nouvelle Vague, quelque part. Et moi, franchement, j'ai trouvé que c'est une sorte de grand écart qui est réussi. Voilà, bon, faudrait que je revoie le film parce qu'entre temps j'en ai vu une douzaine après, donc j'ai plus tous les détails en tête. Je peux pas vous faire une critique vraiment étayée, là je vous fais seulement part de mon ressenti, mais c'est clairement un film que j'aurais envie de revoir, j'aurais envie de lire le roman, qui sait peut-être en reparler un jour. En tout cas, si vous allez le voir, je vous incite fortement à aller le voir. Si vous allez le voir, ouais, bah, j'apprécierais en fait que vous me fassiez vos retours. Après, encore une fois, je prends des pincettes. Allez-y si vous aimez quand même bien le cinéma un peu lent, un cinéma pas très bavard et un cinéma avec pas forcément énormément d'action. Si vous sentez que c'est pas pour vous, évitez. Mais si vous êtes ouvert au cinéma d'auteur aussi bien qu'au film de zombies, bah allez-y quoi. Je pense que c'est un film qui a trouvé un équilibre pas évident. Mais selon moi, il l'a trouvé. On peut ne pas être d'accord. Gift of new, gift of old. Bless the righteousness, guide my hand. Against the darkness, my final stand. Nous avons continué nos aventures avec un film hors compétition qui était projeté à 17h à l'Espace Lac, une coproduction belgo-irlando-états-unienne qui s'appelle I Kill Giants, donc chasseuse de géants en français. Alors, de quoi s'agit-il ? Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille, ado, pré-ado, elle doit avoir... ouais, 12-13 ans, je dirais pas plus. Donc, qui se réfugie dans une sorte de monde imaginaire dans lequel elle s'imagine être une tueuse de géants. Donc, géants vraiment au sens mythologie nordique, quoi. Vraiment des trucs monstrueux, quoi, des trucs stratosphériques qu'elle s'imagine combattre à l'aide d'une arme magique qui est dans son petit sac à main. What are you doing? What's it for? There's some serious stuff going down. I find giants. I hunt giants. I kill giants. Cool. Yeah, that's it. Alors elle vit avec sa grande sœur et son grand frère dans une maison au bord de la mer. Ça a été tourné en Irlande, hein. Mais c'est censé se passer aux États-Unis. Et donc oui, on comprend que c'est la grande sœur qui a la petite vingtaine qui fait tourner la baraque, quoi, qui s'occupe de tout. Je veux dire, ramener de l'argent, faire à manger. En gros, voilà, c'est la grande sœur qui joue le rôle de maman. Donc ouais, on est un peu dans un mood. À la fois les trucs un peu à la labyrinthe de Pan, en moins glauque, hein, quand même, en moins sombre, en moins flippant, avec aussi un côté un peu états-unien, un peu ricain, parce que voilà, forcément, c'est une gamine, c'est un peu le petit mouton noir, elle est pas comme les autres, donc il y a une des nanas du lycée, il y a une bully, quoi, qui l'emmerde. No one likes me. I know that everything I do looks crazy. Je suis un peu embarrassé pour en parler parce que franchement, c'est pas un mauvais film. Visuellement, c'est pas mal du tout. Les jeunes acteurs s'en sortent bien. C'est pas aussi cliché que ça peut en avoir l'air quand j'en parle. Il y a vraiment une touche, une originalité. Ça révolutionne pas le genre, hein, mais voilà, franchement, c'est un bon film. Même si, encore une fois, bon là je me répète, mais c'est peut-être parce que c'était dans le cadre d'un festival, moi j'aurais peut-être préféré une histoire un peu plus compacte, un peu plus ramassée. Il y a un moment, je trouve que ça tourne un peu à vide. Mais
Mais voilà, ouais, on a encore une fois dans cette histoire mélange entre univers réel et univers fantasmé, et en tant que spectateur, on sait pas vraiment en fait est-ce que ces géants ils existent vraiment et elle est la seule à les voir, parce qu'elle a vraiment le sentiment en fait qu'elle sauve l'humanité très régulièrement. Elle passe son temps à mettre des pièges à géants, les combats, donc elle manque les cours pour combattre des géants, des choses comme ça a un vrai impact sur sa vie scolaire. Et voilà, à part, il y a une gamine qui s'intéresse à elle, et puis la conseiller scolaire, conseiller pédagogique, je sais plus comment on dit, mais on en voit tous dans les séries, dans les séries pour ados américaines. Je dirais pas que c'est mauvais, quoi. Voilà, je critiquerais peut-être un peu le fait que j'estimerais que l'histoire pourrait être un peu plus compacte. Je trouve que c'est un peu mièvre, voilà. À mon avis, le public cible est plutôt un public ado, pré-ado. Voilà, moi j'étais un ado qui a adoré Edward aux mains d'argent, ça se trouve j'aurais adoré ce film quand j'avais 14 piges quoi. Je sais pas, mais là en le voyant à mon âge, ça m'a un peu, ouais, je me suis un peu fait chier à certains moments, on va pas se mentir. J'ai pas été insensible non plus à ce mélange entre quelque chose, donc comme je l'ai dit, de très nord-américain avec des thématiques beaucoup plus européennes. Donc faut dire que le réalisateur est danois, il s'appelle Anders Welter. Et il nous a, en fait, on l'a vu avant la projection et il nous a raconté un peu la jeunesse du film, et quelque part ça se ressent un peu dans le film en lui-même. Initialement, Anders Welter, en fait, il se fait remarquer avec des courts-métrages, et donc il a commencé à avoir du succès aux États-Unis, mais lui, il a eu peur d'être écrasé par le système hollywoodien. Il voulait quand même, pour son premier long-métrage, faire un projet danois. Et puis, on lui a proposé donc le projet d'adapter donc un roman graphique qui s'appelle I Kill Giants, roman graphique de Joe Kelly. Joe Kelly qui, lui notamment, il a bossé sur Big Hero 6, hein, les nouveaux héros, le film Disney. Voilà, donc il a lu le roman graphique, il a été emballé, il était OK pour l'adapter. Et il est parti à Los Angeles pendant 2 ans et demi. Mais là-bas, en fait, il s'est retrouvé fauché. Il est rentré au Danemark, et quand il pensait que le projet était complètement foutu et qu'il se disait mais putain, j'étais trop con, j'aurais dû faire un film subventionné au Danemark et je serais pas dans cette merde là aujourd'hui, eh ben il a eu une proposition d'un producteur belge, et donc du coup il est parti en Irlande, donc même si comme j'ai dit l'histoire est censée se passer aux États-Unis. Donc la genèse même du film explique peut-être aussi un peu voilà, cette ambiance un petit peu particulière qui, encore une fois, moi m'a bien plu. Même si, voilà, avec 20 minutes de moins, ça m'aurait pas dérangé non plus, même si le film ne dure que 1h30, je crois. Après vérification, en fait, il dure 1h46.